Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un bilan concernant l'autobiographie suite aux 6 textes que vous avez étudiés à travers le tableau. Et ensuite je vous proposerai 2 prolongements, l'un sur la notion de pacte de sincérité et l'autre sur les notions d'authenticité et de distanciation. Vous l'avez compris donc à travers l'étude des 6 textes, l'autobiographie c'est un genre narratif et l'auteur fait le récit rétrospectif de sa propre vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, il est adulte et il regarde dans le rétroviseur et il raconte ce qu'il a vécu dans le passé. Les textes autobiographiques ont différents points communs. Le premier point commun, c'est que le récit est écrit à la première personne, avec le pronom personnel « je », qui représente, et c'est uniquement le cas dans l'autobiographie, à la fois l'auteur, mais aussi le narrateur, mais aussi le personnage principal. Il y a donc une triple identité de ce jeu. Le deuxième point commun aux textes autobiographiques, c'est qu'ils sont tous écrits avec le point de vue interne. On le reconnaît grâce à la première personne « je », mais aussi grâce à une place importante qui est accordée aux pensées, aux sentiments et aux sensations de l'auteur. Ce qui nous intéresse quand on lit une autobiographie, ce ne sont pas seulement les faits qui sont racontés, mais aussi ses pensées et ses sentiments de l'auteur, narrateur et personnage principal. Le troisième point commun au texte autobiographique, c'est l'utilisation des temps verbaux. C'est un genre où il y a un va-et-vient entre les temps du passé, en particulier l'imparfait et le passé simple, pour raconter les événements passés, pour raconter les souvenirs, et entre le présent pour l'analyse de ces souvenirs avec le regard actuel et donc le temps de l'écriture où l'auteur est le plus souvent devenu adulte. Donc il y a un va-et-vient entre ce présent d'auteur adulte et le passé du personnage qu'il a été quand il était plus jeune. Le quatrième point commun entre ces textes autobiographiques sont les thèmes qui sont abordés. Donc très souvent, on retrouve le projet autobiographique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont décidé, est-ce qu'ils ont ressenti le besoin d'écrire leur vie. On trouve aussi très souvent les thèmes de l'enfance, de la famille ou des récits de moments marquants de l'existence. Le dernier point commun, et c'est là-dessus que je vais vous proposer un petit prolongement, c'est que le texte autobiographique est associé aux notions d'authenticité et de sincérité. Donc on va revenir sur ces deux notions qui n'ont pas été abordées lors de l'étude des 6 textes. Donc parlons d'abord du pacte de sincérité. On voit que Jean-Jacques Rousseau, dans le texte que vous avez étudié, écrit « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. » Il écrit aussi « Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise, je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. » Il y a aussi Nina Berberova qui écrit « Je parle de moi tel que je fus et tel que je suis. » Ces affirmations des auteurs dans leur texte autobiographique, c'est ce qu'on appelle le pacte autobiographique ou pacte de sincérité. Philippe Lejeune, un critique littéraire, en 2006, théorise ce pacte autobiographique. Voilà ce qu'il écrit. C'est l'engagement que prend un auteur de raconter directement sa vie, ou une partie, ou un aspect de sa vie, dans un esprit de vérité. Le pacte autobiographique s'oppose au pacte de fiction. Quelqu'un qui vous propose un roman, même s'il est inspiré de sa vie, ne vous demande pas de croire pour de bon à ce qu'il raconte, mais simplement de jouer à y croire. L'autobiographe, lui, vous promet que ce qu'il va vous dire est vrai, ou du moins est ce qu'il croit vrai. Il se comporte comme un historien ou un journaliste, avec la différence que le sujet sur lequel il promet de donner une information vraie, c'est lui-même. Le pacte autobiographique, c'est donc l'engagement que prend l'auteur de raconter sa vie dans un esprit de vérité, de dire, de raconter quelque chose de vrai, ou du moins qu'il croit vrai. Donc comment est-ce qu'on retrouve ce pacte de sincérité dans les textes autobiographiques? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Donc parfois on le reconnaît au titre,
Donc le titre du roman qui peut s'appeler Mémoire ou Souvenir ou Histoire de ma vie. Parfois aussi il y a un sous-titre, autobiographie, récit, souvenir, journal. Parfois aussi simplement c'est parce qu'il n'y a pas écrit roman, donc on peut en déduire qu'il s'agit d'une autobiographie. Parfois aussi il y a une préface de l'auteur ou une déclaration en 4e de couverture pour indiquer qu'on est bien dans l'autobiographie, ce qui sous-entend un pacte de sincérité que l'auteur scelle avec son lecteur. De ce pacte de sincérité ou pacte autobiographique découle une conséquence. C'est que nous, lecteurs, on ne lit pas de la même manière une autobiographie et un roman, c'est ce qu'explique Philippe Lejeune. Il explique que dans l'autobiographie, la relation du lecteur avec l'auteur est embrayée, c'est-à-dire que l'auteur vous demande de le croire, il voudrait obtenir votre estime, peut-être votre admiration ou même votre amour. Votre réaction à sa personne est sollicitée, comme par une personne réelle dans la vie courante. Alors que dans le roman, la relation du lecteur avec l'auteur est débrayée, c'est-à-dire que vous êtes libre de réagir au texte, à l'histoire. Vous n'êtes plus une personne que l'auteur sollicite. Si bien que quand on est lecteur et qu'on lit un texte en sachant que c'est une autobiographie, on s'engage dans une relation différente avec l'auteur. Donc revenons maintenant sur les notions d'authenticité et de distanciation. L'authenticité, dans le texte autobiographique, signifie que les souvenirs évoqués par l'auteur sont authentiques, c'est-à-dire que les personnages évoqués existent ou ont existé s'ils sont morts, et que l'auteur raconte les faits tels qu'il s'en souvient, donc de la manière la plus authentique possible. Mais à cette notion d'authenticité est reliée la notion de distanciation, c'est-à-dire que les auteurs eux-mêmes reconnaissent que ces souvenirs authentiques ne correspondent pas nécessairement à la stricte vérité. Et c'est ça qu'on appelle la distanciation. Il y a une distance entre la vérité stricte du souvenir et la manière dont l'auteur le raconte. C'est ce qu'explique Rousseau quand, dans le texte que vous avez étudié, il écrit « S'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. » C'est-à-dire que parfois, il raconte un souvenir, mais il ne s'en rappelle pas bien, et du coup, il brode un peu autour de ce souvenir pour remplir ce vide de la mémoire. Donc là, on peut s'éloigner de la vérité, il y a une distance, donc on appelle en littérature la distanciation. Chateaubriand aussi parle de cette distanciation. Quand il écrit « J'étais presque mort quand je vins au jour, le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails, leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. » Évidemment, il ne peut pas se rappeler le jour de sa naissance. Et du coup, il écrit ce qu'on lui a souvent raconté. Donc il se fie au souvenir et donc à la subjectivité de quelqu'un d'autre. Donc là encore, on peut s'éloigner de la stricte vérité. Enfin, Nina Berberova, dans le texte que vous avez étudié, écrit « Ceci n'est pas un livre de souvenirs, c'est l'histoire de ma vie, une tentative pour la retracer dans l'ordre chronologique et pour en déchiffrer le sens. J'ai aimé la vie et je l'aime toujours, mais le sens que je lui trouve m'importe autant qu'elle-même. Je parle de moi tel que je fus et tel que je suis, et pour parler du passé, j'emploie mon langage d'aujourd'hui. » C'est-à-dire que quand on raconte un souvenir et qu'on est devenu adulte, on va analyser ce souvenir avec notre subjectivité d'adulte. Et donc, on ne le retrace pas nécessairement tel qu'il a eu lieu quand on était enfant ou tel qu'on l'a vécu quand on était enfant, mais comme on l'analyse une fois devenu adulte. Si bien que le récit autobiographique, même s'il est authentique, il n'est jamais l'exact reflet de la réalité, du fait de la distanciation. Il y a une distance donc entre l'exacte réalité des faits et le récit qu'en fait l'auteur dans son autobiographie. Cette distanciation, elle peut être due à 3 phénomènes, donc les défauts de la mémoire, on ne se rappelle plus bien, donc on invente, on imagine ce qui a pu se passer, on essaie que ça fasse vrai, que ça soit le plus authentique possible. Le deuxième phénomène, c'est la transformation du récit pour le rendre plus littéraire. Parfois, les auteurs assument la distanciation, ils modifient certains détails pour rendre leur texte plus intéressant pour le lecteur. Et donc là encore, ils s'éloignent de la stricte vérité.
Et enfin, le troisième phénomène, c'est que le récit est toujours un récit a posteriori d'un souvenir, et donc il est modifié par l'analyse que l'auteur peut en faire une fois que le temps a passé. Donc l'auteur, adulte, analyse, interprète son passé en fonction de ce qu'il est devenu. Les faits ne sont donc pas racontés objectivement, mais à travers la subjectivité de l'auteur adulte. Quand dans une famille, un frère et une sœur adultes racontent un souvenir d'enfance, on voit que chacun est authentique et raconte le souvenir tel qu'il le croit vrai, mais qu'en fait, parfois, ils le racontent de manière très différente à travers donc leur subjectivité. Philippe Grimbert, d'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait d'une interview qu'il a accordée au moment du tournage du film Un secret, auquel il a participé. Il assume cette distanciation pour son roman autobiographique Un secret. Donc c'est un petit extrait de 3 minutes à peu près de cette interview. Donc il y a quelques sons un peu gênants du fait du tournage du film, mais normalement vous devriez quand même bien l'entendre. Donc je vous fais écouter ça. Ce que j'ai construit à partir de ce qui m'a été dit. Ce qui m'a été dit tient en quelques lignes. Quelques lignes qu'il a fallu que j'utilise pour ensuite, comme des piliers, j'ai peut-être déjà employé cette image, comme des piliers entre lesquels il a fallu tendre des arches. Les piliers, c'est ta mère et moi, nous étions mariés chacun de notre côté. Quand mes parents m'en ont enfin parlé après que je l'ai appris. C'est vrai que ça a été un peu difficile pour nous, on s'est senti très coupable parce que ma mère, son mari était prisonnier, et moi, mon fils était, je ne savais pas encore, mais en train de mourir à Auschwitz. Anna, ce que nous a dit la famille, c'est qu'au fond, au moment du passage à la ligne, elle avait oublié ses vrais papiers au fond de son sac. C'est pour ça qu'elle s'est fait prendre, avec son fils, au moment du passage de la ligne de démarcation. C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui m'a été dit. Et à partir de là, j'ai tout reconstruit. Anna, paraît-il, a oublié ses vrais papiers au fond de son sac. Non, je ne veux pas croire ça. D'abord parce que je n'aime pas l'idée de faire d'Anna une écervelée qui dirait, enfin, la chose la plus importante au monde quand on passe à la ligne de démarcation, c'est de ne pas montrer ses vrais papiers. Non, j'ai envie d'en faire autre chose. D'abord humainement, et ensuite en tant que psychanalyste, je me dis, mais si elle a oublié ses vrais papiers au fond de son sac, c'est ce qu'on appelle nous autres un acte manqué. Un acte manqué, c'est la réalisation d'un désir, et d'un désir suicidaire, évidemment. Elle s'est donné la mort. Pourquoi est-ce qu'elle s'est donné la mort? Et bien entendu, parce qu'elle a compris ce qui se passait entre son mari et sa belle-sœur, Tania. Voilà, c'est à partir de, si vous voulez, de simplement, elle avait oublié ses papiers au fond de son sac, et ben, écoute, on s'est aimé Saint-Gauthier, et oui, ça a commencé là, et c'est vrai qu'on se sentait coupable de ça. C'est tout ce que mes parents m'ont dit, c'est déjà beaucoup après que j'ai eu la révélation. C'est pas Louise qui m'a fait la révélation. Louise n'a pas existé en tant que telle. Louise a existé comme tout personnage de roman, c'est comme un patchwork. J'ai emprunté son corps à une infirmière qui en effet partageait l'immeuble du commerce de mes parents et que j'aimais beaucoup, avec qui je parlais beaucoup, mais qui ne m'a pas parlé de cette histoire et qui ne connaissait pas spécialement l'histoire de mes parents, mais c'est son enveloppe physique que j'ai utilisée. Une cousine très âgée qui, elle, m'a dit beaucoup plus de choses, et surtout, au fond, comme toujours, la vérité, je l'ai apprise par une gaffe. Une gaffe d'un membre de la famille qui, un jour, à un dîner, à la fin d'un dîner, peut-être un peu arrosé, me dit quand même l'histoire de tes parents. C'est quand même incroyable hein, ce qui leur est arrivé. Et là, j'ai eu la sagesse ou la présence d'esprit, le sang-froid de ne rien manifester de ma surprise, ce que je dis à propos de Louise quand elle me parle, pour que ça continue, pour qu'ils disent enfin ce que j'avais toujours su de façon implicite. Mais une fois que je l'ai su, le silence n'a pas perduré, je suis allé en parler quelques temps après, pas tout de suite, mais mes parents qui là m'ont dit ce que je viens de vous dire. Ils m'ont parlé de leur histoire. Ils étaient presque soulagés que je l'ai appris par quelqu'un d'autre. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est resté quand même évidemment des choses extrêmement ponctuelles, factuelles. L'image est assez juste, je crois, c'est toutes les piles du pont, c'est vraiment les événements réels. Les morts sont vraiment morts, peut-être que je le raconte. Mais comment ça s'est passé, ça c'est le romancier qui l'a construit à partir des piles du pont. Avec cette idée que j'ai déjà à vous dire, mais qui me semble important, c'est que j'ai très souvent eu le sentiment, comme après la scène du mariage qui sont en train de filmer aujourd'hui, mais aussi après la scène de passage de la ligne, que ces choses que j'avais imaginées complètement fictionnelles étaient bien évidemment une réalité. C'est-à-dire que je me suis dit à la manière d'un inspecteur de police, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est comme ça que ça s'est passé, ça ne peut pas être autrement. Donc j'avais l'intime conviction d'avoir trouvé la réalité à partir de fiction, curieusement.
Donc on voit bien en écoutant cette vidéo que Philippe Grimbert, il assume totalement cette distanciation. On lui a raconté peu de choses, donc il a inventé, mais dans un esprit d'authenticité, ce qu'on ne lui avait pas raconté. Et par ailleurs, il a transformé aussi une partie du récit pour le rendre plus dramatique, plus dense, en inventant ce personnage de Louise à partir, dit-il, d'un patchwork de plusieurs personnes qui lui ont raconté l'histoire de sa famille. Donc ça n'enlève rien au côté authentique et autobiographique de son récit, mais on comprend qu'il y a bien une distance entre l'exacte réalité des faits et le récit qu'il en a fait. Donc vous avez ici la carte mentale entière du bilan. Je vous la mets aussi sur le Padlet, bien sûr, et il vous reste maintenant à la recopier sur votre classeur, en dessous du travail que vous avez fait dans le tableau, sur les 6 textes autobiographiques, et ensuite de l'intégrer, de l'apprendre.